Au cours de laquelle peut-on penser la mort? C'est la question du jour, c'est aussi l'ultime question de cette seconde semaine que les nouveaux chemins de la connaissance consacrent au baccalauréat. Une semaine au cours de laquelle 5 professeurs sont venus, certains devant leurs élèves d'ailleurs, plancher, se sont mis dans la situation du candidat bachelier. Aujourd'hui, c'est Pierre Dulot qui est notre invité. Pierre Dulot qui enseigne au lycée international de Strasbourg et qui nous a donc proposé de traiter ce sujet qui rappelle d'ailleurs au passage une anecdote que m'avait racontée Charles Pépin un jour, arrivant devant ses élèves et l'un de ses élèves lui demandant « Mais monsieur, est-ce que cette année il y aura la mort au programme ?» Alors voilà, la mort est au programme de cette émission. Pierre Dulot, peut-on penser la mort? Vous êtes élève, vous êtes bachelier pour 50 minutes, vous avez ce sujet sous les yeux, comment vous faites? Je suis interloqué, je pense. Les questions philosophiques sont toujours sidérantes. Si on les prend au sérieux, enfin si on fait l'effort de les prendre au sérieux, et avec la mort, cet effet de sidération est sans doute encore renforcé, intensifié. C'est une question horriblement difficile, quelque chose de paralysant certainement. Il faut surmonter sa peur, hein. Ça fait aussi partie de l'épreuve de la dissertation de philosophie. Et là, je crois que c'est l'occasion de parler de peur puisqu'il s'agit de la mort, bien sûr. Être attentif, donc, à l'énoncé de la question. Peut-on penser la mort? Je pense qu'il y a un écueil à éviter si on est candidat au baccalauréat, c'est d'essayer de déterminer le concept de pensée. C'est-à-dire que le réflexe, évidemment, quand on voit ce sujet, c'est de se jeter sur le concept de mort, d'essayer de multiplier les définitions, les paradoxes au sujet de la mort, de donner des exemples, etc. Et d'oublier que le problème est dans l'addition de ces deux termes. D'oublier que le problème vise autant, peut-être prioritairement, la pensée. Peut-on penser la mort? Pour répondre à cette question, il faut d'abord se mettre au clair sur ce que veut dire penser, qu'appelle-t-on penser? Et donc, je crois que c'est là que réside la principale difficulté du sujet. Donc, c'est peut-être là-dessus que je commencerai par faire porter mes efforts. En d'autres termes, l'hypothèse selon laquelle la mort met la pensée en échec, à la fois dicte la nécessité de penser. Serait-on philosophe? Ferait-on de la philosophie si nous n'étions confrontés à l'imminence de la mort sur tous nos actes? Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, est-ce que la pensée n'est pas caduque et d'emblée vaine au regard du fait que tout cela s'achèvera? C'est ça, caduque, vaine. Je rebondis sur votre remarque parce que c'est vrai qu'il y a presque aussi quelque chose d'indécent. Parfois, quand on entend des gens pérorer sur la mort, j'espère qu'on va éviter ça aujourd'hui ensemble. Mais c'est vrai que la mort est une question si intense qu'il y a parfois, enfin, on se dit que il y a de la témérité à vouloir en parler, et peut-être même de l'indécence, peut-être même un problème moral. Donc il faut avancer, faire profil bas, je pense, quand on essaye de traiter cette question. Mais pour faire profil bas, il faut aussi fabriquer une problématique en examinant les termes du sujet. Être très prudent. Puisque vous endossez la responsabilité et du choix du sujet, et du sujet que vous nous avez proposé, hein, Pierre Dulot, comment fait-on? Comment fait-on? Je pense que ce qui est important, c'est dans une introduction, le point de départ, c'est d'essayer de mettre en scène la question pour lui donner du relief. C'est ce que j'invite toujours mes élèves à essayer de faire, en tout cas dans l'intro, c'est d'essayer de donner un peu de chair à la question, donc de la mettre en situation. Et je dirais, dans quelles circonstances est-ce qu'on rencontre la mort? Dans des circonstances où la pensée, au sens d'un exercice spéculatif réglé, d'une entreprise de connaissance déterminée, est entièrement et complètement absente. On rencontre la mort dans la supplique de l'agonisant, dans le silence qui entoure le cadavre lui-même, dans la prière de celui qui veut sauver son âme, mais jamais on rencontre quelque chose comme de la pensée. Donc je soulignerai ça dans l'introduction, le fait que l'expérience que nous effectuons de la mort est une expérience qui paraît privée complètement la pensée de ses moyens et la rejeter comme quelque chose de tout à fait inessentiel pour ne laisser place qu'à la supplique ou au silence. Ici, le verbe pouvoir, qu'on a pour l'instant un petit peu négligé parmi les termes du sujet, ce verbe pouvoir, vous l'entendez au sens de capacité, non pas capacité juridique, c'est-à-dire il ne s'agit pas d'entendre ici est-on en droit de penser la mort, mais sommes-nous en capacité de le faire étant donné que nous sommes vivants et que la mort ne nous concerne pas? C'est ça. Est-ce que c'est envisageable d'un point de vue théorique de produire un discours qui ne serait pas contradictoire, qui aurait une cohérence et qui rendrait compte de cette réalité qui est désignée par le vocable de mort? C'est-à-dire pouvoir ici désigne une possibilité théorique.
Est-ce que la pensée a légitimité de se saisir d'un objet, d'un objet de ce genre, si c'est bien un objet? Et c'est d'ailleurs ça le problème. Alors, est-ce qu'à partir de là, si l'on définit la pensée comme ce qui se donne des objets de pensée Oui. et la mort comme ce qui précisément échappe à l'objectivation ou à la réduction en objet, Oui. est-ce qu'on n'a pas là la problématique justement? Exactement, c'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure en parlant de mise en scène ou de mise en situation. Il semble que de toutes les manières que l'on prenne cette énigme, la mort n'apparaisse jamais comme un objet dont la pensée peut se saisir et qu'elle pourrait analyser, décomposer à loisir, maîtriser. C'est-à-dire derrière l'idée que la pensée a une puissance d'objectivation de la réalité, il y a l'idée d'un désir de maîtrise, d'un désir de contrôle. Et il me semble que la mort nous fait éprouver la limite de cette définition de la pensée. C'est-à-dire, la pensée peut-elle se limiter à la pensée objectivante qui contrôle le phénomène qu'elle prend en considération? Peut-elle se limiter à cela, ou faut-il au contraire fournir une autre définition de la pensée qui nous permettrait à ce moment-là de rendre compte adéquatement du phénomène de la mort? Pierre Dulot, Oui. juste, je présume ou je pressens, mais peut-être que je me trompe Je complètement, vous en prie, allez-y. que vous pourriez faire à cette problématique-là, ou au problème que vous posez là, deux objections qui peut-être viendront Allez-y. plus tard. Dites-moi si j'ai raison, est-ce qu'on peut les avoir en tête? La première, c'est que la pensée analyse, décompose, saisit des objets, mais précisément ce qu'elle saisit, ce qu'elle analyse, ce qu'elle décompose, c'est de la mort. Dans la mesure où ce qu'on peut disséquer, ce qu'on peut analyser, ce qu'on peut expliquer, c'est ce qui ne bouge plus et qui, à cet égard, se prête Oui. à ciel ouvert ou à tombeau ouvert à l'analyse. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième chose, c'est l'hypothèse de la mort des autres, qui ferait de la mort un objet de pensée pour nous, justement. Alors, il y a deux choses dans ce que vous dites. D'abord, vous parlez du paradoxe de l'analyse, qui est un mode de connaissance qui, par définition, décompose les objets qu'il saisit. C'est le paradoxe de la dissection, en quelque sorte. Or, on ne dissèque que des cadavres, à ma connaissance. C'est ça. Ou alors, si on finit par tuer ce que l'on veut comprendre et qui est vivant en le disséquant, en l'analysant. À la façon dont on veut expliquer une blague et on la perd. Ça n'est plus drôle quand on explique un tel esprit. Il y a un paradoxe lié à la compréhension analytique du réel, qui est qu'il tue. En fait, effectivement, vous avez tout à fait raison de le rappeler. La compréhension analytique tue les objets qu'elle cherche à saisir. Donc, on manquerait l'essence de la mort, sa vie en tant que concept, si on cherchait peut-être à l'analyser. Enfin, il y a le paradoxe se démultiplie. Enfin, il y a quelque chose d'un peu vertigineux là-dedans. D'autre part, ce que vous évoquez, c'est un autre problème, me semble-t-il. C'est le problème de la expérience directe ou expérience indirecte de la mort. Vous vous rappelez en fait l'argument de type épicurien qui consiste à dire, avec la mort, c'est toujours un rendez-vous manqué. En tout cas, en ce qui concerne ma mort propre. C'est-à-dire, je ne peux pas en faire l'expérience puisque par définition, elle me désincarne. C'est le paradoxe d'un rendez-vous manqué auquel on est toujours ponctuel d'ailleurs. Ah oui, c'est ça, on est toujours à l'heure, mais on rate toujours. On est à l'heure, mais on n'est plus là. Mais on n'est plus là. On est à l'heure, mais on n'est plus là. Et ce que vous disiez, c'est que on pourrait objecter à cette idée que on fait bien une expérience indirecte de la mort par l'expérience du deuil. Par l'expérience du deuil. Oui, vous avez tout à fait raison. Alors, allons-y. Donc, on a la problématique ici. Est-ce que penser, est-ce toujours s'accepter de ce que l'on pense, et la mort étant ce qui ne fait aucune exception, je résume, je synthétise, la mort étant ce qui ne fait aucune exception, est-elle pensable? Si penser, c'est s'accepter de ce que l'on pense et donc objectiver un phénomène, peut-on penser la mort qui, par définition, ne fait aucune exception et nous saisit bien plus que nous ne la saisissons? Donc la problématique, ce serait ça. La problématique, elle est limpide. Vraiment, elle saute aux yeux. C'est le fil directeur, on le dit tous les jours, c'est le fil rouge de la dissertation. On doit l'avoir en tête tout le temps. Bon, est-ce que vous annoncez le plan dans l'introduction ou est-ce que oui, vous vous contentez? Oui, je le ferai. C'est aussi un exercice rhétorique. La dissertation, il ne faut pas négliger cet aspect, c'est un gage de cohérence. C'est-à-dire que l'annonce du plan, c'est une manière de dire, voilà, j'annonce que je vais faire quelque chose, et si je le fais, ça authentifiera l'intelligence de ma prévision. C'est-à-dire qu'effectivement, j'aurais dit ce que j'allais faire et je l'aurais fait. De la même façon qu'en conclusion, c'est pas absurde de faire une synthèse pour se féliciter en quelque sorte du chemin qu'on a parcouru et du fait qu'on a qu'on a honoré les exigences qu'on avait reconnues au départ. Quelles sont les questions du plan ici? Alors, moi, je commencerai rapidement, par la thèse. Au terme de l'introduction. Je commencerai par la thèse la plus simple, qui consisterait à dire que la mort est impensable pour la raison que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que la pensée ne peut jamais s'en saisir. En transition, j'essaierai de réfuter les arguments qui permettent d'étayer cette thèse, et j'avancerai tout simplement la thèse inverse, qui consiste à dire que la mort, on peut la déterminer conceptuellement. On peut dire ce qu'elle est. Il n'y a pas de problème. Ce serait ma deuxième partie à ce moment-là, c'est-à-dire la détermination conceptuelle de la mort. Enfin, j'essaierai de montrer dans un troisième temps qu'il faut transformer la définition de la pensée radicalement, la comprendre d'une toute autre manière pour pouvoir
penser authentiquement la mort. Et qu'à ce moment-là, c'est possible, mais que la pensée n'est plus la pensée qui est objective, mais la pensée qui intériorise et qui médite. Un point avant d'entrer dans la première partie. Que Mais vous je vous en inspire prie. cette chanson de Jacques Brel? Il veut bien mourir, mais il veut pas vieillir. On pourrait comprendre ça autrement, c'est-à-dire il veut bien de ce moment où il n'est pas, c'est-à-dire le moment de la mort. Après tout, il n'est plus concerné par le moment de la mort. En revanche, vieillir, c'est-à-dire assumer la présence de la mort dans la vie, ça c'est une autre histoire. Eh bien, je crois qu'il veut l'impossible. Puisque la mort, je pense, mais là j'anticiperai sur la deuxième partie, est de toute façon, si on cesse de la concevoir unilatéralement comme ce qui exclut la vie, immanente à l'existence. Et c'est justement le vieillissement, le moindre processus de maturation, c'est même pas parler de la grande vieillesse, mais le processus de la croissance, n'importe Et quel processus. déjà un vieillissement. C'est déjà une mort. Pour devenir adolescent, il faut mourir à l'enfant. Pour devenir adulte, il faut mourir à l'adolescent, etc. Ce ne sont pas que des jeux de mots et des métaphores. On Il y a une retrouve ça en réalité. biologie, hein, c'est le suicide cellulaire. Absolument, l'apoptose, qui nous indique, je crois, donc un phénomène authentifié scientifiquement, pour le coup, grâce à l'analyse, mais qui nous indique une vérité spéculative d'une très grande profondeur, qui est que là, comme le disait Spinoza, toute détermination est une négation. C'est-à-dire que le vivant n'acquiert sa forme qu'en consentant d'une certaine manière à la mort. C'est-à-dire qu'en consentant à s'auto-limiter. Et si la mort, c'est la limite en nous, alors elle est présente du seul moment qu'on apparaît et qu'on advient à l'être, à la conscience, à la présence, à la vie. On y viendra, ça c'est la deuxième partie. Oui. Revenons en amont.